Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, l'invasion des étrangers nomades. Ch1 Les Keftiu. Il y a, en égyptologie, un certain nombre d'énigmes géographiques, nées dès l'apparition de cette science, c'est-à-dire dès que Champollion eut réussi à lire la langue égyptienne. Ces énigmes concernent l'identification de certains lieux. C'est le cas des Keftiu, souvent assimilés à des Crétois. Ces fausses certitudes sont parfois appelées, d'un terme un peu méprisant, des factoïdes. Par exemple, on peut lire « Un siècle s'est à présent écoulé depuis l'identification des Keftiu avec les Crétois » ou « On s'accorde en général à identifier Al-Ashia à Chypre ». Ces deux identifications sont fausses. Les Keftiu sont un peuple nomade dont on peut suivre l'errance, depuis le temps d'Abraham. Ils transitent à partir de la région des Our en Chaldée, c'est le pays de Sumer, remontant l'Euphrate, probablement par Marie, où ont été trouvés des documents cunéiformes qui les nomment Kaptar ou Kaptara, correspondant à Keftiu hiéroglyphique ou à Kafter biblique. Marie est une ville à l'ouest de l'Euphrate et qui se trouvait sur l'itinéraire du patriarche, lequel devait suivre le croissant fertile, nom donné à la courbe de bonne terre qui unit le pays de Sumer, contournant au nord le grand désert de Syrie, et la reliant à la région de Gaza au bord de la Méditerranée. Cette région touche les deux extrémités du parcours d'Abraham. Marie était alors sous l'autorité de Zimri Lim, 18e s. Av. J.C. 5 documents écrits en cunéiforme et provenant du trésor royal attestent là de la présence ou de l'activité des Kaptar. A. Ces témoins de leur passage à Marie, ou plus simplement de leur présence, ne nous apprennent rien sur leur lieu d'origine. Après Marie, Abraham et ses tribus atteignent Haran sur la lisière nord du croissant fertile. Ils passent ensuite vers l'ouest, toujours le long du croissant, où ils habitent en divers sites de Canaan comme Bethel ou Hébron. À diverses reprises, Abraham et les siens, poussés par la nécessité de trouver de quoi brouter pour leurs bêtes ou par la famine qui les menace, passent en Égypte. L'introduction d'Abraham et des patriarches dans le tissu de l'histoire sérieuse n'est pas un acte inconsidéré. On verra que la trame de l'histoire du Proche-Orient, spécialement des Keftiu et autres nomades, est parfaitement parallèle à l'histoire des patriarches telle que la rapporte la Bible, en soustrayant les très nombreuses questions de famille qui ne nous concernent pas. La période au cours de laquelle Abraham et sa descendance arrivent en Égypte et s'y installent, s'appelle, dans nos livres d'histoire d'Égypte, la deuxième période intermédiaire. Elle comporte deux dynasties égyptiennes principales, la 13e et la 17e. La 13e dynastie, bien égyptienne, continue le Moyen Empire. Elle s'éteint dans un certain désordre, au moment où des populations asiatiques s'introduisent dans le pays et finissent par en occuper d'importantes parties, sinon la totalité. La 17e voit un retour progressif à l'autorité des pharaons de souche. Ces pharaons reconquièrent le pays par une guerre, longue et cruelle selon Manéthon, jusqu'à fonder le nouvel empire avec Ahmosis qui commence la 18e dynastie. Entre ces deux dynasties, la 13e et la 17e, se placent des populations très diverses, qui paraissent souvent étrangères à la population proprement égyptienne. Les Keftiu en font probablement partie. Un ouvrage fondamental et assez récent sur cette période intermédiaire est celui de Kim S.B. Riolt, un savant danois, 1997. Il ne s'occupe toutefois que peu de géographie, ni même d'histoire. Son but était de mettre de l'ordre dans la cohue des rois de ce temps et de rassembler les noms de tous les rois et chefs ayant gouverné l'Égypte, en tout ou en partie, pendant ces quelques 250 ans, date encore en débat actuellement. En dehors des dynasties, l'auteur n'aborde aucune question concernant les peuples auxquels les rois énumérés ont dû faire face ou qu'ils ont côtoyés. Son étude est donc strictement chronologique. Il n'y est pas question par exemple, des peuples qui occupent le delta, ni les Aounebu, ni les Réki, les Enmémet ou les Pates, ni les Hébreux, ou les peuples du Nord, c'est-à-dire spécialement les Keftiu, tous peuples présents dans la région lors des événements de cette période, mais dont Riolt ne parle pas. L'incidence de l'éruption de Santorin, si décisive actuellement dans l'évaluation du déroulement de l'histoire, n'est pas encore mentionnée. Contrairement à Manéthon, Riolt ne fait guère mention de l'occupation du pays, delta et vallée, par des peuples asiatiques, sauf quand ils ont fourni des rois et des princes. En somme, l'histoire de la période a reçu de bons repères, mais elle est encore toujours à écrire.
Pendant qu'Amosis, premier roi de la 18e dynastie, reprenait pied dans le delta, l'éruption de Santorin répandait l'effroi dans le pays. Les plaies, selon la Bible, s'abattaient sur l'Égypte, terrorisant sans doute les habitants dont plusieurs peuplades ont saisi cette occasion pour fuir vers l'Est, c'est l'Exode. La Bible ne parle que de l'exode du peuple d'Israël, mais bien d'autres groupes ont suivi le même chemin. Nous ne savons pas qui ils étaient, mais la Bible y fait clairement allusion. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukos au nombre de 600 000. En outre, une grande multitude de gens de toutes sortes monta avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Parmi les peuples donc qui occupaient le delta, il y avait, selon toute vraisemblance, les Kephtiou ou Caphtorim, leur nom dans la Bible. Ils étaient probablement contemporains des Hébreux ou c'était un autre nom pour les mêmes Hébreux, présents en Égypte, soit dans Philistin vinrent de Caphtor, Sewadjour ou Teméou, ou dans le territoire que la Bible appelle la terre de Gésen, ou de Goshen, terre accordée aux tribus des enfants d'Abraham sous la domination de ceux que Manéthon appellera de façon très vague des Ixos. Ce terme désigne des chefs des pays étrangers. Manéthon précise ce sont des indéterminés, des Assémois, sans signe distinctif, des étrangers, des non-égyptiens. Sous Thoutmôsis III, les Kephtiou, qui faisaient sans doute partie de cette masse d'envahisseurs, sont bien attestés dans la documentation égyptienne. On a suggéré d'identifier les Kephtiou à des Crétois ou des Chypriotes, ou en général à des Égéens, notamment d'après les traits de leur visage et des objets qu'ils apportent. Pour tenter d'effacer les hésitations qui subsistaient sur la localisation et la réalité des Kephtiou, Jean Vercoutet a soumis le dossier à une étude exhaustive en 1956, étude qui fait aujourd'hui encore autorité mais non encore à l'apostrophe unanimité, car en 1980, John Strange, un savant danois, a publié une nouvelle étude, tout aussi exhaustive que celle de Vercoutet dans ses intentions, mais différente dans ses orientations et ses résultats. Vercoutet dit nettement que son but était de vérifier si l'hypothèse Kephtiou égale Crète était sûre ou non, hypothèse la plus répandue aujourd'hui mais qui se révélera sans fondement. Dans toute la recherche de Vercoutet, la Crète est toujours présente à sa pensée. Il soumet pour la première fois à une analyse très serrée les figurations des tombes où des images sont censées figurer des Kephtiou, car elles sont désignées par ce nom mais ces conclusions sont plutôt désabusées. Seules les figurations de la tombe de Rekhmiré, Tétéssan, sont fidèles à l'idée que Vercoutet se faisait des Kephtiou égale Crétois. Pour toutes les autres, les dessinateurs égyptiens auraient multiplié les erreurs et les confusions, conclut-il. Chez Strange, les autres sources, cunéiformes de Marie et d'Ougarit et les sources bibliques, sont prises en considération au même titre que les sources hiéroglyphiques. Pour Strange, quelle que soit leur apparence, les Kephtiou ne sont pas des Crétois, toute la documentation s'y oppose, mais contraints par les îles qui sont au milieu de Wadjour, donc pour lui, des îles de la mer Méditerranée, il fait venir les Kephtiou de Chypre. Dans les textes bibliques, peu nombreux à parler des Caphtorim, on les retrouve dans les écrits des prophètes comme Amos, Jérémie, Sophonie ou Ézéchiel, toujours des témoignages tardifs. Seules quelques listes de peuples attestent leur présence dans des textes plus anciens, Genèse, Deutéronome, Chroniques. Quant aux Kephtiou, chronologiquement et géographiquement, ils sont leurs contemporains, mais appartiennent à l'histoire tout court, au-delà de l'histoire sainte. La documentation en langue égyptienne est de loin la plus importante. Une trentaine de textes dont certains accompagnent des illustrations très précieuses dans des tombes thébaines, surtout de la 18e dynastie. Même sans que le nom Kephtiou y soit toujours mentionné, leur similitude de style invite à les grouper avec les autres Kephtiou. Cette multiplication d'attestations sous Thoutmôsis III est le résultat de la situation militaire et politique, qui, après les prises des places fortes d'Avaris et de Charouen sous Amosis, tenues par les peuples indéterminés dont parlait Manéthon, voit des turbulences et des regroupements de peuples autour de Megiddo. C'est cette coalition que devra affronter et vaincre Thoutmôsis, la plus grande entreprise militaire de son règne, la première campagne de l'an 22-23e. Un document nouveau s'est ajouté au dossier égyptien dans les années 60. Une base de statues d'Amenhotep III trouvée à Kom el-Eitan derrière les colosses de même nom. Cette base dont il sera encore question plus loin, portait, à droite de l'axe central quand on regarde l'objet de face, deux toponymes, Tinayou et Kephtiou. À gauche de cet axe, on lit une série de noms de lieux appartenant tous à la géographie de la Méditerranée orientale. On a tiré de cette suite de toponymes et de leur répartition en deux séries,
des conclusions qui correspondaient aux espoirs de la communauté scientifique du moment pour identifier enfin les Keftiu. On a pensé que les deux mots de droite donnaient la table des matières de ce que la base présentait à gauche, donc que Keftiu et Tinaïou résumaient les sites de la Méditerranée. Les Tinaïou ont été rapprochés des Danéens par exemple, ou des peuples du Péloponnèse. Les Keftiu se réservaient la Grèce ou les îles méditerranéennes. De toute façon, on reliait tous ces lieux à la mer à cause de Wadjour. C'était la solution la plus répandue. Tel était l'état de la documentation en 1972. Le plus grand bouleversement dans l'étude de la géographie de l'Égypte ancienne est apparu quand Alessandra Nibi, égyptologue anglaise d'origine italienne, 1923 à 2007, a démontré que le terme Wadjour ne concernait jamais la mer. Ce terme désignait la grande verdure suscitée par l'inondation du Nil et la présence de L'. Expression dans un texte indiquait avec certitude que les événements où intervient ce terme avaient leur place dans la vallée du Nil, principalement dans le delta, lequel dépasse en surface tout le reste de la vallée depuis Aswan. Du coup, il n'y avait plus lieu de chercher des îles au milieu de la mer. Ces îles sont une caractéristique géographique du delta, ce sont des éminences de taille variable au milieu du delta. Ces îles se trouvent donc en Égypte, dans le nord du territoire, au-delà de l'endroit où le fleuve se divise en de nombreux bras pour former le delta. C'est un repère topographique sûr et précis. En outre, d'après les contextes, Im lui aussi désigne une eau douce et non la mer. Le grand Im de Karou n'est pas la Méditerranée en face de la Byblos du Liban, mais une voie d'eau douce, sans doute le Wadi Toumila qu'empruntera Ounamon pour aller quérir du bois pour construire ou réparer la grande barque d'Amon. Confirmation de l'identité de Wadjour, du Nil et de ses extensions. Les bateaux d'Hatchepsout figurés sur une paroi du temple de Der el-Bahari sont allés à Punt en remontant le Nil. Ils naviguaient dans Wadjour et au retour, ils ont descendu le fleuve et ont accosté au quai du temple de Karnak, comme c'est dit en toutes lettres dans le texte qui accompagne la scène sur le mur du temple, et non sur les côtes de la mer Rouge, Urk. 4 329 15-17. S'ils sont revenus par le Nil, ils n'ont pu aller qu'en remontant le fleuve. Ch2, la fin du Moyen Empire. Le Moyen Empire fut peut-être la période la plus brillante de toute la civilisation égyptienne, l'âge d'or, a-t-on écrit. La civilisation produit des œuvres exceptionnelles dans tous les domaines. Si l'architecture n'atteint pas le niveau des pyramides de la 4e dynastie, ou si le temps ne les a pas épargnées, la sculpture, relief et ronde-bosse réalise des œuvres d'une perfection qui ne sera jamais dépassée. C'est le temps des Sésostris et des Aménémates. En littérature aussi apparaîtront des écrits originaux, le récit de Sinoué, le conte du naufragé, l'hymne à Sésostris III, ou des écrits de méditation psychologique, de réflexion profonde comme les lamentations de Kharépera-Sénèbe 20. C'est dans des documents trouvés sur les bords de l'Euphrate que les premières mentions des gens de Kaptar A = Keftiu se rencontrent dans des tablettes de Marie. C'est l'époque de Zimri-Lim, roi de Marie, un peu après 1800 avant notre ère. Ces documents, des tablettes d'argile portant des textes en écriture cunéiforme, provenaient d'un inventaire du palais royal. Elles mentionnent des œuvres en travail de Kaptara. Mais c'est dans la titulature de Sésostris Ier, grand roi s'il en fut, qu'apparaît la première mention en Égypte d'un Horus Kefti. Cette mention se lit dans la très longue inscription de la stèle colossale du vizir Mentuhotep, sous le règne de ce même roi Sésostris. L'association d'un Horus et de Kefti appelle deux réflexions. Horus est une divinité du delta puisqu'il est né dans les marais de Kémi, voisin de Bouto, et qu'un prêtre de Kefti paraisse dans la titulature de Sésostris Ier indique que les Keftiu sont à ce moment déjà connus dans le delta, vers 1850, Doc 1, sans qu'on puisse dater l'époque de leur première entrée dans la région. Après la 12e dynastie, il n'y a que 2 attestations du nom Keftiu peu importantes et qui ne sont pas liées à la géographie. Un texte médical où il est question de fèves contre la constipation, Doc 3, médicaments d'origine africaine et une tablette scolaire, portant un exercice consistant à écrire des noms Keftiu, Doc 4, attribués à l'époque de Toutmosis III. Il y a encore une mention dans un texte littéraire, les admonitions d'Hipouer, où un scribe se lamente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.